Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux suites dites arithmético-géométriques. Mais avant ça, on va d'abord s'intéresser aux suites géométriques. Peut-être que ce qu'on va dire ne sera pour vous que des rappels, dans ce cas-là tant mieux, mais déjà, ça fait pas de mal. Et puis de plus, peut-être que vous allez quand même apprendre une ou deux choses. Alors si jamais on s'intéresse aux suites géométriques, ça nous amène à nous intéresser en fait à ces quantités-là, les quantités du type q puissance n, où q eh bien, est un réel. La question qu'on se pose est la suivante: comment se comporte la suite q puissance n, par exemple, quelle est sa monotonie, et puis surtout, quelle est sa limite lorsque n tend vers plus l'infini? La réponse, bien évidemment, c'est ça dépend de q. Et on va le voir, en fait, il y a pas mal de cas. Pour simplifier, on va commencer à s'intéresser au cas où ce nombre q, la raison de la suite géométrique, est choisi strictement positif. En fait, là, le comportement de q puissance n, il est résumé sur le petit schéma qui est ici. Et il y a trois cas. En fait, si jamais q vaut exactement 1 ici, alors eh bien, q puissance n, c'est égal à 1 puissance n, donc c'est la constante à 1. Ça, ok. Maintenant, si q est strictement plus grand que 1, alors la suite q puissance n va être strictement croissante, et elle va tendre vers plus l'infini. Enfin, si q est strictement inférieur à 1, alors q puissance n est strictement décroissante et elle tend vers 0. Par valeur strictement positive, bien évidemment. Alors, comment démontrer ça? En fait, il y a plusieurs manières de procéder. Moi, une façon que j'aime bien pour montrer ça, c'est, étant donné que q est ici un nombre strictement positif, d'utiliser la forme exponentielle d'une puissance, de dire que q puissance n, c'est exponentielle de n fois eh bien, log de q. Je répète, hein, puisque q est strictement positif, ici, cette quantité log de q a bien du sens. Avec cette écriture, on va en fait retrouver très facilement nos trois cas. Par exemple, dans le premier cas, si q est égal à 1, alors ici, log de q eh bien, est égal à 0. On est donc en train de regarder exponentielle de n fois 0, c'est-à-dire exponentielle de 0. On retrouve bien que c'est la constante à 1, bon, même si on le savait déjà. Maintenant, si on s'intéresse au cas où q est strictement supérieur à 1, eh bien ce que ça signifie sur la constante log de q, c'est que cette constante est strictement plus grande que log de 1, c'est-à-dire strictement plus grande que 0. Du coup, ici, à cet endroit-là dans l'exponentielle, on est en train de regarder n fois une constante strictement positive. Cette quantité est donc strictement croissante. Elle tend vers plus l'infini. Donc, exponentielle de cette quantité est elle-même strictement croissante et tend vers plus l'infini. Enfin, si q est strictement inférieur à 1, alors vis-à-vis de son logarithme log de q, ça signifie qu'il est strictement inférieur à log de 1, c'est-à-dire strictement inférieur à log de 0. Du coup, ici, cette constante-là est strictement négative. N fois une constante strictement négative, eh bien, c'est une quantité qui est strictement décroissante et qui tend vers moins l'infini. Donc, exponentielle de toute cette quantité qui est strictement décroissante et qui tend vers moins l'infini, c'est une quantité qui est strictement décroissante et qui tend vers 0. Il y a aussi un autre intérêt à écrire q puissance n de cette façon-là, c'est de mettre en évidence que q puissance n, c'est une quantité du type exponentielle de gamma n. Et ça, eh bien, ça nous permet d'écrire des théorèmes de croissance comparée en plus l'infini concernant ces quantités q puissance n. Ce sont tout simplement des exponentielles. Ça donne la chose suivante. Si jamais alpha désigne ici un réel strictement positif, alors si on a q qui est strictement supérieur à 1, toute quantité du type n puissance alpha divisé par q puissance n tend vers 0. Autrement dit, n puissance alpha, le numérateur, est négligeable devant q puissance n. La démonstration elle est très simple. Comme on vient de le dire, q puissance n est égal à exponentielle de gamma n avec gamma qui est le log de q. Et comme q est strictement supérieur à 1, eh bien cette constante gamma est strictement positive. Du coup, n puissance alpha sur q puissance n, c'est égal à n puissance alpha sur exponentielle de gamma n avec gamma strictement positif, et ça, on sait par croissance comparée que cette quantité tend vers 0. Il faut aussi bien comprendre que ce théorème de croissance comparée est vrai pour n'importe quel alpha strictement positif, même très grand, et n'importe quel q strictement supérieur à 1, même très proche de 1. Par exemple, si vous prenez n puissance 54
divisé par quelque chose de très très proche de 1, 1,000001 à la puissance n, eh bien cette quantité va tendre vers 0. Elle va tendre vers 0 au bout d'un temps très long, puisque pour les premières valeurs de n, c'est vraiment clairement le numérateur ici qui va avoir tendance à croître beaucoup plus vite que le dénominateur. Oui, mais en fait, en temps long, pour les très 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 grandes valeurs de n, c'est bien le dénominateur qui va l'emporter et ça va tendre vers 0. Deuxième théorème, si jamais maintenant le nombre q est choisi strictement entre 0 et 1, alors la quantité q puissance n fois n puissance alpha va tendre vers 0. C'est quasiment la même démonstration. En fait, q puissance n est égal à exponentielle de gamma n avec également gamma qui vaut log de q. Cette fois-ci, log de q est strictement négatif. Donc on pourrait écrire par exemple, par commodité, que c'est exponentielle de moins delta n avec delta que l'on pose comme étant moins gamma, et qui du coup, lui, va être strictement positif. Pourquoi je l'écris sous cette forme-là? Parce que la quantité qui m'intéresse maintenant, q puissance n fois n puissance alpha, je peux l'écrire comme n puissance alpha, n puissance alpha fois exponentielle de moins delta n, c'est-à-dire n puissance alpha divisé par exponentielle de delta n. Et sous cette forme-là, je retrouve une croissance comparée pour me dire que cette quantité tend bien vers 0. De nouveau, ce théorème va être vrai, y compris pour un nombre q qui est strictement inférieur à 1, mais très très proche de 1. Si par exemple vous prenez 0,999999999 puissance n et que vous le multipliez par une puissance de n très très grande, n puissance 72, eh bien cette quantité va finir par tendre vers 0, même si, comme tout à l'heure, pour les premières valeurs de n, c'est clairement n puissance 72 qui va croître le plus vite. Oui, mais en fait, pour les très grandes valeurs de n, c'est quand même cette quantité qui va l'emporter. Enfin, petite remarque à propos de ces histoires de croissance comparée. Si jamais vous prenez un nombre q qui est strictement plus grand que 1 et que vous regardez une comparaison entre q puissance n et factoriel n, eh bien cette fois-ci c'est factoriel n qui l'emporte entre guillemets. Q puissance n est négligeable ici devant factoriel n, autrement dit le quotient tend vers 0. En fait, factoriel n a une croissance vers plus l'infini qui est beaucoup plus rapide que q puissance n. Cette remarque, je la donne juste pour information, parce que c'est bien de le savoir par culture, mais on le démontrera plus tard dans l'année. Ça nous donne en tout cas une échelle de comparaison asymptotique en plus l'infini qui est la suivante. Les suites du type log n puissance alpha pour une constante alpha strictement positive sont négligeables devant les suites du type n puissance bêta avec bêta qui est strictement positive, qui elles-mêmes sont négligeables devant les suites du type q puissance n où q est une constante strictement plus grande que 1, qui elles-mêmes sont négligeables devant la suite factoriel n. Attention bien évidemment, lorsque ici j'utilise cette notation, c'est une notation qui n'est absolument pas mathématique, c'est simplement pour vous faire comprendre l'idée. Revenons maintenant à nos quantités du type q puissance n, et maintenant qu'on a vu le cas où q était strictement positif, étudions le cas où q est strictement négatif. Alors on peut commencer par une remarque très simple, qui est qu'un nombre strictement négatif, c'est moins un nombre strictement positif. Autrement dit, si jamais on pose, mettons, petit r égale à moins q, alors on va avoir pour tout n appartenant à grand N la chose suivante. Q puissance n, il est égal du coup à moins r, puisque q vaut moins r, puissance n, et ça par propriété des puissances, c'est égal à moins 1 puissance n fois r puissance n. Alors c'est tout bête d'avoir fait ça, mais en fait on y voit beaucoup plus clair. On comprend ce qu'est une quantité du type q puissance n lorsque q est strictement négatif. C'est une quantité du type r puissance n avec r ici qui est strictement positif. Et ça, on sait très bien comment ça se comporte, ça dépend, comme on l'a vu, de si r est strictement plus grand que 1, ou strictement plus petit que 1, ou égal à 1. Et puis, avec ici, une alternance de signes, puisque moins 1 puissance n vaut moins 1 plus 1, moins 1 plus 1, selon la parité de n. Pour le comportement de q puissance n, en fait, on comprend qu'il va y avoir plusieurs cas. Il y a juste une chose qu'on peut tout de suite comprendre, c'est que les q puissance n ne seront pas ni croissants ni décroissants, puisqu'on a une alternance de signes, à cause du moins 1 puissance n, ils sont alternativement positifs, négatifs, positifs, négatifs, donc voilà, immédiatement on sait qu'ils sont ni croissants ni décroissants. Ensuite, pour leur limite, eh bien, ça dépend ici, comme je l'ai dit, de cette quantité petit r.
Le premier cas, c'est si petit r est compris entre 0 et 1, ce qui signifie sur Q que Q est lui compris entre moins 1 et 0. Dans ce cas-là, on sait que R puissance n ici tend vers 0, donc ça va impliquer que Q puissance n ici va tendre vers 0. Q puissance n est égal à une quantité qui tend vers 0 fois moins 1 puissance n. Donc par exemple, pour montrer que lui-même tend vers 0, eh ben, on peut regarder par exemple les deux suites extraites Q puissance 2n. Ici, le moins 1 puissance 2n vaut 1, donc ça donne R puissance 2n qui tend vers 0. Et puis de son côté, Q puissance 2n plus 1 est L égale à moins R puissance 2n plus 1 qui également tend vers 0. Étant donné que les deux suites extraites Q puissance 2n et Q puissance 2n plus 1 tendent toutes les deux vers 0, on a montré que ça impliquait que Q puissance n tendait vers 0. Bien comprendre sur le dessin que si jamais vous prenez votre nombre Q ici, alors maintenant si vous vous amusez à le mettre à la puissance n, Q au carré il va être strictement positif, il va arriver là, mais plus proche de 0 que Q, et puis Q puissance 3 il va être là, et puis Q puissance 4 ici, Q puissance 5, Q puissance 6, vous voyez ça fait ça quoi, hop, 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 et petit à petit, en alternant autour de 0, Q puissance n tend vers 0. Deuxième cas maintenant, si Q vaut exactement moins 1. Ce qui signifie que R égale 1. Dans ces cas-là, c'est pas très compliqué. En fait, Q puissance n vaut très exactement moins 1 puissance n. Et ça, on sait que c'est une suite qui n'admet aucune limite. On l'avait déjà démontré en s'intéressant aux suites extraites moins 1 puissance 2n et moins 1 puissance 2n plus 1. Enfin, troisième cas, si Q est strictement inférieur à 1, pardon, j'ai dit à 1 à moins 1. Ça signifie sur petit r que R est lui strictement supérieur à 1. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que, on le sait, ici, la suite R puissance n tend vers plus l'infini. Du coup, Q puissance n est égal à une quantité qui tend vers plus l'infini, et puis fois moins 1 puissance n. Là, il faut imaginer une quantité qui tend vers plus l'infini, mais que vous prenez alternativement fois 1, fois moins 1, fois 1, fois moins 1. Donc par exemple, vous voyez sur le dessin, si Q, vous le prenez ici, alors Q carré, hop, il est là, plus éloigné de 0 que Q, et puis Q puissance 3, il est là, et puis Q puissance 4, il est là, Q puissance 5, etc., etc., etc. Là, on comprend qu'on obtient une suite qui va n'admettre en fait aucune limite. Et pour le démontrer, on va justement utiliser cette alternance de signes. Ce qu'on peut dire, du coup, c'est que pour tout n, on a les choses suivantes. Q puissance 2n, eh bien, c'est moins 1 puissance 2n, donc 1 fois R puissance 2n. Donc, Q puissance 2n tend vers plus l'infini. Alors que pour tout n appartenant à grand N, si maintenant je regarde Q puissance 2n plus 1, ici ça me donne moins 1 puissance 2n plus 1, c'est-à-dire moins 1, fois R puissance 2n plus 1, et cette quantité, cette fois-ci, tend vers moins l'infini. Ça démontre que la suite des Q puissance n n'admet aucune limite, puisqu'on a mis en évidence deux suites extraites qui avaient deux comportements différents. Entre parenthèses, en fait, c'est plus fort de dire qu'une suite n'admet aucune limite que de dire qu'elle diverge, puisque quand une suite diverge, elle peut très bien diverger vers plus l'infini ou diverger vers moins l'infini. Quand vous dites qu'une suite n'admet aucune limite, c'est aucune limite ni finie ni infinie. Si on veut faire un schéma récapitulatif du comportement de Q puissance n lorsque n tend vers plus l'infini, selon la valeur de Q, on obtient le schéma suivant. Si Q est strictement plus grand que 1, alors Q puissance n tend vers plus l'infini. Q égale 1, c'est constant à 1. En fait, entre moins 1 et 1, strictement, Q puissance n va tendre vers 0 dans les deux cas, même si c'est pas tout à fait le même comportement, puisque si Q est strictement négatif, il y a une alternance de signes, alors que si Q est strictement positif, la suite elle est toujours strictement positive, elle tend vers 0 de manière décroissante. Si Q vaut moins 1, c'est moins 1 puissance n, donc aucune limite ici. Et enfin, si Q est strictement inférieur à moins 1, Q puissance n n'admet aucune limite, on vient de le voir. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de cas à considérer. Et puis ici, là, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est que en fait, les seuls cas où Q puissance n tend vers 0, eh bien, ce sont les cas où Q est compris dans l'intervalle moins 1, 1, l'intervalle moins 1, 1 ouvert. Et ça, c'est suffisamment important pour en faire un théorème. C'est ce qui est écrit ici. Si Q est un réel, alors on a les équivalences suivantes. La quantité Q puissance n tend vers 0, si et seulement si, ici, Q appartient à l'intervalle moins 1, 1 ouvert. J'insiste bien, l'intervalle ouvert.
Cette condition sur Q, on peut aussi la traduire à l'aide d'une valeur absolue. Elle signifie que la valeur absolue de Q est strictement plus petite que 1. Alors, cette manière de dire les choses nous invite aussi à regarder le cas où Q appartient à grand C, où Q est complexe. Puisque de nouveau, en fait, on a le même théorème. La quantité Q puissance n tend vers 0 si et seulement si le module de Q est strictement inférieur à 1. Alors pourquoi cette chose est vraie? C'est pas très compliqué. Dire que Q puissance n tend vers 0, dans les complexes, ici je parle, ça veut dire très exactement que le module de Q puissance n tend vers 0. Or, le module de Q puissance n, eh bien c'est le module de Q, le tout puissance n, puisque le module c'est une fonction qui est multiplicative. Et là, en fait, on se ramène à une situation qu'on connaît très bien. Le module de Q ici, cette quantité-là, c'est un gentil réel positif. Et on sait que les réels positifs, quand on les met à la puissance n, eh bien, ils tendent vers 0, si et seulement si ils sont strictement inférieurs à 1. Ça nous donne bien cette condition. Pour information, si jamais vous prenez un nombre complexe U qui est donc de module strictement inférieur à 1, alors les Q puissance n, ça va être dans le plan complexe des points qui vont tourner en se rapprochant de 0. En effet, en fait c'est pas très compliqué à voir. Si Q, vous l'écrivez sous sa forme trigonométrique, c'est-à-dire R exponentielle Iθ, alors quand vous le mettez à la puissance n, vous obtenez R puissance n fois exponentielle de I nθ, en utilisant la formule de Moivre. Donc là, on comprend en fait ce qui se passe. Ici, l'argument de Q puissance n, c'est nθ, donc on tourne, 1θ, 2θ, 3θ, 4θ, etc. On tourne à vitesse constante, à vitesse θ. Et puis, simultanément qu'on tourne, eh bien, le module ici de Q puissance n, lui, R puissance n, étant donné que R est strictement inférieur à 1, ici, R c'est le module de Q, donc il est strictement inférieur à 1, cette quantité est décroissante et tend vers 0, c'est pour ça qu'on se rapproche de l'origine. On arrive maintenant au sujet central de cette vidéo, les suites arithmético-géométriques. Alors, qu'est-ce que c'est? Commençons d'abord par la définition. Une suite, U, une suite qui peut être à valeur réelle ou complexe, est une suite dite arithmético-géométrique si jamais il existe des constantes A et B, donc qui peuvent être réelles ou complexes, dans le cas général complexes, telles qu'on ait là une relation de récurrence de ce type. Pour tout n, un plus 1 est égal à A fois un plus B. Donc par exemple, si vous avez une suite U qui vérifie que pour tout n, un plus 1 est égal à, je dis n'importe quoi, 3 un moins 5, voilà, ça c'est une suite arithmético-géométrique. Ce qui est important ici, c'est que les deux quantités, celles par lesquelles on multiplie un et celles ensuite qu'on additionne, soient deux constantes, c'est-à-dire des quantités qui ne dépendent pas de n. Alors quand on voit cette définition, on comprend bien pourquoi on appelle ça une suite arithmético-géométrique. Une suite arithmétique, c'était une suite pour laquelle on passait d'un terme à l'autre en ajoutant une constante, toujours la même. Une suite géométrique, c'était une suite dans laquelle on passait d'un terme à l'autre en multipliant par une constante. Et là, en fait, on voit qu'on fait les deux. On commence par multiplier un par une constante et ensuite on additionne une autre constante pour obtenir le terme suivant, un plus 1. À partir de maintenant, le but, c'est de déterminer le terme général d'une telle suite. Le terme général, c'est une formule explicite qui donne un en fonction de n. Ce qu'on n'a pas, ici on a simplement une relation de récurrence. On va voir qu'on peut toujours le faire. Mais avant de regarder les théorèmes suivants, en fait on va d'abord exclure un cas où on sait déjà le faire, c'est un cas tout bête, le cas où petit a vaut 1. Dans ces cas-là, pour tout n appartenant à grand N, on a que un plus 1 est égal à 1 fois un plus b, c'est-à-dire un plus b. Une suite qui vérifie une telle relation de récurrence, on sait très bien ce que c'est une suite arithmétique. Et on peut d'ores et déjà donner son terme général. Pour tout n appartenant à grand N, on sait que un est égal à u0, le premier terme, plus n fois b, puisque pour passer de u0 ici à un, eh bien on a tout simplement ajouté n fois la constante b. Au passage, petite parenthèse, ici j'ai exprimé un en fonction de u0, mais je peux très bien aussi exprimer un en fonction de u1. C'est pas très compliqué. Un est égal à u1 plus n-1 fois b. Et oui, en effet, pour passer de u1 à un, j'ai rajouté la constante b non pas n fois, mais n-1 fois, une fois de moins.
De même, je peux exprimer un en fonction de u2, c'est u2 plus n-2 fois la constante b. Et même si j'ai envie, en fonction de u28, c'est u28 plus n-28 fois b. Voilà, c'est une remarque toute bête, mais parfois ça va mieux en le disant. Voilà, maintenant qu'on a traité ce cas où a égale 1, intéressons-nous maintenant à tous les autres cas, c'est-à-dire les cas où a est différent de 1. Le but, comme je le disais, c'est d'obtenir le terme général de la suite un en fonction de n, en ayant uniquement comme hypothèse cette relation de récurrence. En fait, ce qui va régler notre problème, c'est la proposition suivante, très intéressante et très puissante. Donc, on prend A et B deux complexes. Comme je le disais, on suppose que A est différent de 1. Et regardez ce que dit cette proposition. Elle dit deux choses. Premièrement, il existe une unique suite constante qui vérifie la proposition étoile, c'est-à-dire la proposition suivante. La proposition qui dit que un plus 1 est égal à A fois un plus B, c'est-à-dire la proposition qui était écrite dans la définition. Cette constante, donc, on peut lui donner un nom. La proposition décide de l'appeler lambda. Du coup, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il existe une unique constante lambda qui vérifie que lambda pris en n plus 1, c'est-à-dire lambda, est égal à A fois lambda plus B. C'est bien ça qu'on est en train de dire. Il existe une unique suite constante qui vérifie étoile. Ça veut donc dire cette chose-là. Ok, pourquoi pas. Et maintenant, deuxième chose que dit le théorème, de plus, si U est une suite qui vérifie étoile, alors la suite translatée U moins lambda, c'est une translation verticale, la suite translatée U moins lambda est une suite géométrique. Et une suite géométrique, pas de n'importe quelle raison, de raison petit a, ici petit a étant la valeur de ce coefficient. Autrement dit, une suite arithmético-géométrique va toujours être non pas une suite géométrique, mais une translatée d'une suite géométrique, au sens où, si tu prends ta suite arithmético-géométrique, et que tu lui enlèves cette fameuse valeur lambda, pas n'importe laquelle, celle qui vérifie cette égalité-là, alors tu obtiens une suite géométrique. Alors, démontrons ce théorème. Il y a deux choses à démontrer. La première, comme on le disait, c'était de démontrer qu'il existe une unique constante lambda qui vérifie cette chose-là. Ça, c'est tout simplement une équation qu'on résout sur lambda, et cette équation est suffisamment simple pour qu'on puisse le faire par équivalence. On fixe un lambda et on a les équivalences suivantes. L'égalité ici, lambda est égale à A fois lambda plus B. Eh bien, elle est équivalente à dire, en faisant passer les lambdas du même côté, que lambda facteur de A moins 1 est égal à la constante B. Pardon, pas A moins 1, mais le contraire, 1 moins 1. Maintenant, pour isoler lambda, on a très envie ici de diviser par 1 moins a, mais est-il non nul? Bah oui, justement, 1 moins a est bien non nul, puisque on a supposé que a était différent de 1. C'est bien pour ça en fait qu'on a exclu ce cas a est égal à 1 avant de faire ce théorème. Donc on obtient pour unique solution, lambda est égal à b sur 1 moins a. Voilà, on a une unique solution, ça démontre bien la première partie du théorème. Pour maintenant la deuxième partie du théorème, on va s'intéresser, comme il le dit ici, à une suite U qui vérifie étoile, c'est-à-dire qui vérifie cette relation-là. Puis on va regarder cette suite, la suite translatée U moins lambda, et le but est de démontrer que cette suite est une suite géométrique de raison A. Cette suite U moins lambda, on va l'appeler V. Donc dans notre démonstration, commençons par fixer une suite U qui vérifie étoile. Puis posons la suite V qui est égale à U moins lambda, où ici, lambda désigne la constante que l'on a déterminée précédemment, c'est-à-dire B sur 1 moins A. En d'autres termes, on a que pour tout n, Vn est égal à Un moins lambda. Le but est de démontrer que cette suite V est géométrique de raison A. Montrer cela, ça signifie montrer pour tout n la relation suivante, Vn plus 1 est égal à A fois Vn. Donc sans surprise, pour démontrer ça, eh bien, on va fixer un n et s'intéresser à cette quantité Vn plus 1. Je fixe un n, je considère Vn plus 1, et en fait, la seule chose que je sais sur Vn plus 1, c'est cette relation-là, que je peux appliquer en n'importe quel entier, donc je peux l'appliquer en n plus 1, qui me donne que Vn plus 1, c'est Un plus 1 moins lambda. Maintenant, Un plus 1,
je peux dire que c'est A fois UN plus B, puisque ma suite U vérifie la relation étoile. Par définition, cette relation, elle est bien vérifiée. De plus, cette constante lambda, ce n'est pas n'importe quelle constante. C'est une constante, la seule en fait, qui vérifie que lambda est égal à A fois lambda plus B. Donc ici, je peux remplacer lambda par cette expression. Alors, avoir fait ça, en fait, c'est bien pratique, puisque ici, dans cette soustraction, les constantes B ici se simplifient, et il me reste donc juste A, facteur de UN, moins lambda. Ah bah tiens, ça c'est une bonne nouvelle, puisque UN moins lambda, précisément, c'est Vn. J'ai donc ici la relation que Vn plus 1 est égal à A fois Vn. Et étant donné que cette relation est vraie pour tout n, cela montre bien que la suite V est géométrique de raison A. Le théorème est démontré. Il faut maintenant comprendre l'intérêt de ce théorème et surtout pourquoi est-ce qu'il résout la question qu'on s'était posée. Nous, à la base, on considérait une suite U qui vérifiait une relation de récurrence de ce type, la relation étoile, donc une suite arithmético-géométrique, et le but c'était d'obtenir le terme général de U. Pourquoi est-ce que ce théorème résout ça? Eh bien, parce que si jamais je me mets donc dans les notations de ce théorème, que U est une suite qui vérifie étoile, que je note lambda ici, cette fameuse constante B sur 1 moins A, qui vérifie que lambda est égal à A lambda plus B, et si ensuite je pose la suite V définie par Vn est égal à UN moins lambda, alors comme cette suite V est géométrique de raison A, comme le dit justement ce théorème, eh bien le terme général de V, je l'ai immédiatement. Et du coup, étant donné que UN, en faisant passer le moins lambda de l'autre côté, c'est Vn plus lambda, eh bien j'ai également le terme général de U. Plus précisément, étant donné que V est géométrique, j'ai la relation suivante, pour tout n appartenant à grand N, je peux exprimer Vn en fonction de V0. C'est V0 fois eh bien, la raison, qui est petit a, hein, le théorème le dit, fois A puissance n. Pourquoi? Parce que entre V0 et Vn, eh bien, j'ai multiplié par A n fois. Au passage d'ailleurs, je peux très bien aussi exprimer Vn en fonction non pas de V0 mais de V1. Et j'obtiens à ce moment-là que c'est V1 fois A puissance non pas n mais n-1. Puisque pour passer de V1 à Vn, j'ai multiplié par A n-1 fois, une fois de moins. Et de même, c'est aussi égal à V2 fois A puissance n-2. Et même, si je veux, c'est égal à V de 54 fois A puissance n-54. Une suite géométrique, je peux l'exprimer en fonction de n'importe lequel de ces termes. Fin de la parenthèse. Maintenant, comme je vous le disais, connaissant Vn, j'en déduis Un. En utilisant cette relation-là, Un est égal à Vn plus lambda, donc il est égal à V0 fois A puissance n plus lambda. Si jamais je veux exprimer UN en fonction de son propre premier terme U0, il n'y a pas de problème, puisque ici V0, toujours par cette relation-là prise en n est égal à 0, V0 il vaut U0 moins lambda. Et j'obtiens ici ce que je voulais depuis le début, c'est-à-dire le terme général de ma suite U. Ici, j'ai exprimé UN en fonction de U0, mais en reprenant la remarque précédente, j'aurais également pu l'exprimer en fonction de U1 ou U2 ou n'importe lequel de ces termes. Il est maintenant temps de prendre des exemples pour s'entraîner. On va regarder deux exemples. Le premier exemple, je vais le traiter moi maintenant, pour notamment vous montrer comment on rédige. Et le deuxième exemple, c'est vous qui allez le traiter comme un exercice en mettant pause dans la vidéo et moi je vous montrerai simplement un résumé du corrigé. Alors, voici un premier énoncé. On considère U une suite qui vérifie cette relation-là. UN plus 1 est égal à 3UN moins 5. Donc voilà, typiquement une relation vérifiée par une suite arithmético-géométrique. U est donc une suite arithmético-géométrique. La question est la suivante, exprimer pour tout n appartenant à grand N la quantité UN en fonction de n et du terme U1. Alors, pour résoudre
cet exercice, on va bien évidemment utiliser le théorème qu'on vient de voir, et dans ce théorème, la première chose qu'il faut faire, d'après lui, c'est de chercher cette fameuse constante lambda, souvenez-vous, qui vérifie, eh bien, lambda est égal à 3 fois lambda moins 5. Cette équation est relativement simple, on va la résoudre simplement avec des équivalences. On fixe un lambda et on résout. Lambda est égal à 3 lambda moins 5, c'est équivalent à dire que 2 lambda est égal à 5, et donc c'est équivalent à lambda est égal à 5 demi. Ok, on l'a. Maintenant, le théorème nous dit que si on prend la suite u et qu'on la translate de 5 demi, qu'on regarde u moins 5 demi, on obtient une suite qui va être géométrique. Et géométrique, pas de n'importe quelle raison, géométrique de raison 3, puisque c'est la constante 3 qu'il y a ici devant un. On va donc s'empresser de poser une suite v qui est définie par la relation Vn est égal à un moins 5 demi. Et on peut directement appliquer le théorème. Par théorème, la suite V est une suite géométrique de raison 3. Ça nous permet d'avoir le terme général Vn en fonction de n. Ça va donner la chose suivante. Alors je peux par exemple exprimer Vn en fonction de son premier terme. Ça me donnera V0 fois 3 puissance n. Mais en fait, cette relation, elle ne va pas énormément m'intéresser parce que si je pars dans cette piste, ça va me permettre d'exprimer un en fonction de u0, alors que moi, ce que je veux d'après l'énoncé ici, c'est un en fonction de u1. Donc là, on va pas faire ça, on va plutôt exprimer Vn en fonction de V1. Et c'est pas très compliqué, Vn est égal à V1 fois 3 puissance, non pas n, mais n-1. Je me répète, mais c'est pas très compliqué. Les Vn, d'un terme à l'autre, on multiplie à chaque fois par 3, fois 3, fois 3, fois 3. Donc pour aller de V1 à Vn, eh bien simplement on a multiplié par 3, non pas n fois, mais n-1 fois. Maintenant qu'on a Vn, eh bien on a immédiatement un en utilisant cette relation. On sait que un est égal à Vn plus 5 demi, et puis Vn, on peut le remplacer par justement le terme général qu'on a calculé. Quant à ce terme ici, V1, eh bien, je peux l'exprimer en fonction de U1 en utilisant ici cette relation pour n égale 1. Et j'obtiens donc U1 moins 5 demi, le tout fois 3 puissance n moins 1 plus 5 demi. C'est gagné, j'obtiens bien le terme général de U, j'ai exprimé UN en fonction exactement ce qu'on me demandait, c'est-à-dire en fonction de n ici, et puis de U1. Alors, si pour prolonger l'exercice, on se demandait maintenant quelle était la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini, en fait cette formule permet de le voir assez rapidement, puisque la seule dépendance en n qu'on a ici, elle est là. Or, ici, 3 puissance n-1, c'est une quantité qui a exactement la même limite que 3 puissance n. 3 puissance n-1, ça tend vers plus l'infini. Donc, quelle va être la limite de ça? En fait, ça dépend de la constante ici qu'on met devant. Si cette constante est strictement positive, ça va être plus l'infini. Si elle est strictement négative, ça va être moins l'infini. Et puis, si elle vaut exactement 0, eh bien, un vaut 0 plus 5 demi. Donc, ce sera la constante à 5 demi ici. Maintenant, à vous de jouer. Voilà une suite U. On demande le terme général de U d'une part et la limite de cette suite. Je vais faire la correction, mais d'abord, mettez pause dans la vidéo et faites-le vous. Faites-le à 100%, c'est-à-dire notamment rédigez-le, sinon ça sert à rien. Voilà ma correction, donc U est arithmético-géométrique. J'ai déterminé ici le nombre lambda qui vérifie cette égalité, et j'ai trouvé lambda est égal à 4 tiers. Ensuite, je déroule. Par théorème, la suite V qui est définie de cette manière-là, elle est géométrique de raison moins 1,5, ce qui nous donne le terme général de V. Alors, je peux exprimer Vn en fonction de V0, mais c'est pas très intéressant parce que ici, ce qu'on a, c'est pas U0, c'est U3. Donc, j'ai préféré exprimer Vn en fonction de V3, ce qui donne cette chose-là. Ici, petite parenthèse, attention à ne surtout pas faire sortir le moins 1 du moins 1 puissance n. Ça, c'est pas du tout égal à ça. Si vous voulez une égalité, ça va donner la chose suivante, qui n'a rien à voir. On poursuit, connaissant Vn, on en déduit Un, et ça nous donne ici ce terme général. Il reste à avoir la limite lorsque n tend vers plus l'infini de cette quantité. Alors la seule dépendance en n dans cette expression, elle est là, et moins 1,5 est un nombre qui appartient à l'intervalle moins 1, 1 ouvert. Attention de bien faire apparaître cet argument, il est important.
Ce qui fait que moins 1,5 puissance n tend vers 0, et donc moins 1,5 puissance n moins 3 tend aussi vers 0. On obtient que un tend vers 4 tiers.